Pourquoi il y a eu le 22 février? Parce que les camarades à qui on avait confié les responsabilités, il y a eu déviation. Ce n'était pas ce qu'ils devaient faire. Donc il fallait faire quelque chose. C'est pour cela, au départ, on a créé le mouvement du 22 février. C'est-à-dire pour arrêter ceux qui avaient mené cette dérive. Donc c'est pour cela donc le mouvement du 22 février, il était question de reprendre en main la direction du pays, mais pas avec ceux qui avaient trahi, qui étaient des tribalistes et tout cela. D'accord. Parce que si je ne m'abuse, Ange Diawara, c'était quand même un des proches de Marion Gwabi à un moment donné. C'est un des proches de Marion Gwabi. Je pense que et puis c'est un jeune. Ah tiens, on n'a pas parlé de cette jouvence, de leur jouvence, de leur jeunesse, parce que ce sont des jeunes. Il faut rappeler quand même que ce sont des jeunes, c'est un mouvement de jeunes. Vous-même, vous avez 21 ans quand vous avez rejoint le maquis. Donc vous étiez très jeune en ce moment-là, et Diawara est aussi très jeune. Il était déjà ministre, il occupait des postes importants dans l'administration du pays, même dans le gouvernement. Et c'est un jeune en qui même le président Massamba Deba avait l'air de lui faire confiance. Et je me rappelle que on a brandi ici du courrier que Massamba Deba avait envoyé Diawara pour lui dire voilà, il faut soutenir le jeune Marion Gwabi car Massamba Deba d'après son observation trouvait que autour de lui il y avait des requins qui s'étaient greffés et que cela pouvait lui faire du mal. Et donc il demandait à Diawara d'être vigilant et de le prévenir. Et Diawara, effectivement, a été du côté aussi de Marion Gwabi. Il a été quand même un proche collaborateur. Sauf que, avec Marion Gwabi, à un moment donné, les vues, les visées politiques commençaient à se distendre, et donc du coup, Diawara et les autres ont pensé que le pays commençait à aller à volo, à la dérive. Le projet qu'ils avaient en commun était finalement trahi, puisque au lieu d'installer une espèce de démocratie, c'était plutôt le tribalisme qui était installé, qui était instrumentalisé, et à partir de là, la bureaucratie, le militarisme, et l'autoritarisme. Et donc du coup, eux, ils voulaient, ils avaient pensé qu'il fallait mettre fin à cela. Donc, y compris faire face ou carrément détrôner Marion Gwabi. Mais bien sûr, parce qu'il faisait partie de l'Obumitri. Il faisait partie de l'Obumitri. Et là, de trahison en trahison, justement, leur projet n'est pas allé jusqu'au bout. Et donc, depuis le maquis, les gens disent que certains disent qu'ils ont été arrêtés dans la forêt, emmenés à Brazzaville et puis exécutés. D'autres disent que non, ils étaient au Zaïre et il y a eu des tractations, des accords entre entre Mobutu et Marion Gwabi. Et donc, ce groupe-là avait traversé le fleuve, on les a fait traverser le fleuve, et avec la consigne de Mobutu, comme quoi il ne fallait pas les exécuter. Sauf que, arrivé à Brazzaville, le pouvoir en place a fait l'inverse. Ils les ont exécutés. Est-ce que vous confirmez cela? Et voilà. Tantôt, nous avons parlé de la trahison de Ndala. Mais il va y avoir une deuxième trahison qui sera fatale. Ange Diawara avait un cousin qu'on appelait Adas Aïdara,
qui était officiellement son titre, sa fonction, son boulot, était journaliste de guerre. En réalité, c'était un agent de la CIA. Ah bon. C'est lui qui va organiser une rencontre entre Mobutu et Diawara. Donc le rendez-vous est pris, ce qui fait que Diawara doit se rendre à Kinshasa. Et pour aller à Kinshasa, comme il ne connaissait pas très bien Kinshasa, il y a un militant qui n'était pas au maquis, mais qui avait le pied au maquis dehors, qui connaissait bien Kinshasa, et c'est lui qui va accompagner, il y avait lui et Diawara qui va accompagner Diawara à Kinshasa. D'accord. Et Diawara a bien rencontré Mobutu. Ça, je vous l'ai dit, il a bien rencontré Mobutu, et avec qui on a signé les accords, c'est-à-dire on devait lui, les maquisards, quelques maquisards devaient aller à Kinshasa pour une formation militaire. D'accord. Donc pendant qu'il est à Kinshasa, il est resté 1 mois. Si vraiment Mobutu voulait bien le livrer, il l'aurait livré pendant qu'il était là. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand Diawara est à Kinshasa, c'est Ikoko qui s'occupe du maquis. Donc il y a eu une règle qui n'a pas été respectée. On n'amenait pas les gens au maquis du jour au lendemain, non. Il y a un travail qui était fait. Et le fait vert venait du maquis quand Diawara disait, bon, celui-là, parce qu'on lui faisait le compte rendu. Celui-là, on peut l'amener au maquis. Ça ne s'est pas fait ainsi. Donc il y a 2 gars, il y a Moudimba, l'autre, j'oublie son nom, qui était du Front invisible de la défense civile, c'est-à-dire une police politique. Et pendant que Diawara est à Kinshasa, Ikoko accepte la rentrée de ces 2 maquisards. D'accord. Ils viennent au maquis. Non, c'est de ces 2 gars qui deviendront maquisards. Diawara à Kinshasa, quand il rentre, il voit ces gens-là. Bon, il est à la défense, celui le parlant de la défense civile, donc il sait ce que c'est. Il va demander à Ikoko, mais pourquoi est-ce que vous avez introduit ces gens-là? Il lui a expliqué ce qu'ils étaient. Et puis Ikoko lui dit, mais on va les oublier. Diawara, c'est Diawara qui dira non. On ne va pas commencer par avoir des mains pleines de sang. Non, on ne le fait pas. Et je me rappellerai, c'était un dimanche, j'étais avec Eboundi au maquis, on rentrait à Brazza. D'accord. Il a fait appel à ces 2-là pour leur dire, voilà, je sais ce que vous avez fait, je connais votre passé, mais si vous trahissez un jour, sachez-le que toute la charge sera pas peser sur vos épaules, sur vos têtes. D'accord. Et ça n'a pas duré. Moudimba, un gars natif de Kinkala, il dit à Ange, j'ai la tombe de mon père à construire, donc je vais aller à Kinkala. D'accord. Et je me rappelle, à cette époque-là, on lui donnera 30 000 francs pour qu'il aille exécuter les travaux de la construction de la tombe de son papa. D'accord. Il ne va pas à Kinkala, mais il va directement à l'état-major. C'est là où il va dire, mais moi je viens du maquis. Or, entre-temps, le fameux cousin de Ange, qui était soi-disant journaliste de guerre, avait fait une interview qu'il avait balancée à Radio dans une des radios de la Belgique. D'accord. Et là, donc, le pouvoir de Brazzaville était convaincu que Diawara et les 3 autres n'étaient plus à Brazza. À Brazzaville. Ouais. Quand lui, il va à Brazza dire qu'il était au maquis, il dit non. Et qu'est-ce qui va se passer donc le soir? C'est quelqu'un qui vient moi, et comme c'est moi qui ai amené les gens au maquis, donc Diawara avait rendez-vous avec 4 personnes, c'est moi qui devais les amener au maquis. D'accord. Et le soir, on vient me dire, mais il y a quelqu'un qui est à l'état-major, parce que même au niveau de l'état-major, nous avions nos gens. Hein. D'accord. Ah ouais. Vous savez, à la veille du congrès du PCT, les tracts contre le PCT avaient été balancés même à l'état-major. Et Ngwabi n'en revenait pas. Il dit, mais moi je suis pas en sécurité. Si jusqu'à l'état-major, jusque chez moi, on distribue les tracts, donc je ne suis plus en sécurité. Et donc ce Moudimba, il va dire, moi je viens du maquis de Diawara et tout ça là.
Moi, ce soir-là, donc on vient me dire, voilà, il y a quelqu'un qui est venu trahir qui est à l'état-major. Et moi, comme nous n'avions pas de téléphone, moi ce matin, j'ai pris 4 bonhommes, je vais voir Diawara. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à pied, on est passé par la comment on appelle, la cité des 16, jusqu'au Montbarnier pour aller jusqu'à Gomateti. Et avant d'arriver au maquis, on passe un village. Dès qu'on arrive dans un village, il y a des paysans qui nous prennent à partie. D'accord. Voilà, depuis que vous avez commencé, vous les gens de Brazzaville, de venir ici, vous n'êtes que de traîtres au moment où nous parlons, il y a les militaires qui sont déjà au maquis là-bas. Et entre-temps, comment je peux dire, le groupe de reconnaissance qui était sur place, ils ont oublié, ils ont laissé leur véhicule et sans qu'il y ait quelqu'un pour la garder. Et donc quand le paysan nous dit il n'y a plus rien à faire, il y a les militaires qui sont là, donc il faudrait rebrousser chemin. D'accord. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas comment j'ai eu cette idée. Je dis au gars qui était avec moi, vous allez repartir par le trajet que nous avons effectué ce matin. Ouais. Et donc moi, Dieu merci, je ne suis pas allé avec eux, je suis allé de l'autre côté. D'accord. J'ai pris un autre chemin. Effectivement, ceux qui sont allés, c'est la mission de reconnaissance, quand ils ont fait la reconnaissance, ils ne pouvaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils arrivent là où étaient les maquisards, les paysans sont allés les avertir que voilà, il y a l'armée qui était là. On a pris une grosse marmite, on a allumé, on a mis l'eau là-dedans, et ça, je vous dis, l'armée pour arriver jusque-là, ils ont fait moins de 2 heures. Ils croyaient que les maquisards étaient encore là, alors que les maquisards étaient déjà partis. Donc, bref, donc, ce qui fait que cette équipe de reconnaissance, quand tu vois les 4 bonhommes, comme le gars de celui qui allait trahir était dans la voiture, et était avec eux, ils ne connaissaient pas ces 2-là, ces 4 autres, donc ils ont été... Si moi j'avais commis la maladie d'être avec eux, eh bien on serait arrêté. D'accord. Donc moi je vais à Brazzaville, et l'émissaire qui était parti à Kinshasa pour préparer des conditions pour l'accueil des maquisards qui devaient aller à Kinshasa, il revenait pour faire le compte rendu de la mission. D'accord. Et entre-temps, Diawara a envoyé quelqu'un dire tous ceux qui se sentent menacés doivent rentrer au maquis. Et c'est moi, là où j'ai décidé de rentrer. Je dis, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois rentrer au maquis. Et on m'a arrêté au pont de Djouari. C'est-à-dire le pont de Djouari, c'est un pont avant d'arriver à la gare de Gomatete. C'est là où on nous a arrêtés. Il y avait moi, Kangou et Ngatswa. On nous a arrêtés, donc moi qui étais devant. Donc on a bricolé une raison. Quand on halte là, on les met en l'air et tout. Moi, je leur dis, ça, c'est les 2 autres, c'est mes grands frères. Il y a notre grand-mère qui est malade. Moi, je suis venu la voir ce matin. Là, c'est mes 2 grands frères qui ont fini le boulot, donc qui vont voir l'état de la grand-mère. C'est à eux de décider s'il faut l'amener à Brazzaville ou pas. Le chef de poste dit, bon, mais si je vous laisse partir là, de l'autre côté, on va vous arrêter. Donc, vous restez là, demain matin, on va vous laisser partir. D'accord. Et ce matin, je ne vous dis pas, le monsieur qui dit, bon, je voudrais bien vous laisser partir, mais je vais appeler quelqu'un qui viendra voir si vous n'êtes pas impliqué dans l'histoire du maquis, des maquisards. Quand le gars viendra, et c'est le gars qui vendra la mèche, il dit, pardon de moi, mais celui-là, c'est lui, pardon de moi, c'est moi, voilà, celui-là, c'est Robot, c'est lui qui amène les gens au maquis. Okay. Et Kangou, c'est lui de temps en temps qui fait le ravitaillement du maquis. Et le 3e, c'est le garde-corps de Diawara. Quand il est à Kinshasa, c'est lui qui l'a accompagné. Et je vais vous dire, pourquoi est-ce que les Diawara, les 4 et une douzaine de leurs compagnons ont été livrés. Quand Diawara revient de Kinshasa, il fait le compte rendu aux maquisards.
D'accord. Donc, ce qui fait que le Mudimba qui est allé trahir, c'est lui qui est allé raconter que Diawara avait rencontré Mobutu à Kinshasa. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, pour que Mobutu n'apparaît pas être quelqu'un qui est en train de déstabiliser la sous-région, donc il a demandé à Ngouabi de ne pas les exécuter et de faire un procès. Voilà. Donc c'est pour cela on les a livrés vivants. Et ça, il faut que les Congolais le sachent. Diawara était, parce que c'est une affaire qui se traitait entre les deux ministres des Affaires étrangères. Notre ministre des Affaires étrangères, c'était qui? C'était Ganao. Et quand Sassou a su que Diawara était chez Ganao, il est allé, sans en avoir parlé à Ngouabi, c'est lui qui a tué à bout portant Diawara. C'est lui qui a tué Diawara. L'ascenseur de Diawara, c'est Sassou Nguesso. Et ça s'est passé au domicile de comment on l'appelle, de Ganao. Donc ça, que les gens le sachent. Ouais, ouais. D'accord. Okay. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire les circonstances, donc là vous êtes en train de nous parler des circonstances de la traque ou de la chute du maquis, parce que Diawara et ses compagnons, mais Ikoko était parti aussi avec lui à Kinshasa? Oui. Non. Le Koko était resté pour superviser le maquis. Non. Okay, Koko était resté pour. Donc Diawara, quand il a rencontré Mobutu, il était parti tout seul? Il était parti tout seul, oui. Parce qu'on s'était dit ceci, pas prudence, on ne peut pas envoyer deux, on ne sait jamais. Donc il y a le seul qui est parti, c'est Diawara. Oui. Ok. Alors donc Diawara se rend à Kinshasa et entre les deux chefs, comment dirais-je, ministre des Affaires étrangères, il y a des pour parler, si on peut les appeler ainsi, des échanges, pour extrader Diawara. Oui. Voilà. Mais par contre, Ikoko et les autres, ils sont toujours au maquis. Mais non. Ou ils étaient arrêtés? Non, ils étaient tous arrêtés. Ah, ils étaient arrêtés. Oui. La seule personne qui n'a pas arrêté avec les Diawara, je me trouvais encore à la maison d'arrêt, j'étais arrêté. Donc, ce que je disais, donc, je me trouvais encore à la maison d'arrêt. C'est quand il y a eu la fusillade de Maïtoukou. Parce que quand l'autre est allé trahir Mudimba, donc toute cette région était quadrillée, était encerclée. Donc il ne pouvait plus rien faire, il y avait la traque. Et quand donc, il fallait se cacher, ils se sont retirés vers Maïtoukou. C'est toujours dans le pôle, mais plus loin de Gomatete. D'accord. Ils se sont retirés là-bas et il y a eu fusillade. À Maïtoukou. Et Oluka, n'étant pas du coin, il s'est perdu, donc il a été arrêté par l'armée. Et le soir où tu dois subir une interrogation à l'état-major, le nom du c'était, comment on appelle, Oluka, et à l'état-major, gardé. D'accord. Et moi, comment je le saurais? C'est l'enquêteur qui me dit, écoute, il y a Oluka qui est là. On va le tuer ce soir. Et toi, si tu ne dis pas la vérité, on va te tuer aussi ce soir. Et donc, je ne vous dis pas, quand on vous le dit, si vous n'avez pas vraiment de conviction, mais vous allez dire, moi je vais mourir, je n'ai pas envie de mourir tout seul. Donc, donc c'est là où je suis que Oluka a été tué tout seul. On l'a tué la nuit. Et pourtant, ils l'ont arrêté. Il était vivant. Pourquoi ne pas faire un procès? Voilà. Donc, voilà. Okay. Donc, en fait, Diawara, il traversera le fleuve tout seul, quoi. Mais il a traversé accompagné de, dont je te disais, avec Ngansoa. Mais ils ont pris la pirogue au bas de la case de Gaulle. Hein. D'accord. C'est là-bas qu'il a pris la pirogue pour aller en face. Et le retour, c'était pareil. D'accord. C'est dur. Alors donc vous, dans les derniers jours avant que Diawara ne se rende à Kinshasa, est-ce que vous aurez remarqué, comment dirais-je, un vent de panique au sein du groupe, au Diawara? Est-ce que même dans leurs réactions, les réactions individuelles des uns et des autres, est-ce qu'il y avait une certaine
crainte, une peur qui était visible? Non, ça je peux vous dire, les gars, ils étaient confiants. Et bon, effectivement, il y a eu la panique quand il y a eu comment je peux dire, une population du Nord qui habite souvent dans la forêt. Donc on a été les prendre, on leur a dit, vous qui connaissez mieux la forêt, on va vous introduire dans les forêts du Poul, et pour traquer les maquisards. Ah oui? Ah ouais. Comme les gens ne connaissaient pas le coin, ils se sont égarés, ils se sont perdus, ils ont été attrapés par la population et ils ont été zigouillés. Quand on va au village de Gueule, on s'apercevra qu'ils avaient des dents limées, des dents taillées. Oui. Au Poul, au sud, nous, on n'a pas cette coutume-là. Donc voilà. Ok. D'accord. Mais alors donc, et vous-même, lorsque il y a eu cette mission de reconnaissance, à partir de là, vous avez emprunté un autre chemin. Mais est-ce qu'à partir de là, vous n'avez pas senti que finalement notre affaire là risque d'échouer? Voilà, il n'y avait pas. Est-ce que d'ailleurs, pendant que vous étiez au maquis, est-ce que les maquisards avaient envisagé, comment dirais-je, d'entamer des négociations avec le pouvoir? Non, il n'était pas question. Le maquis était à l'étape embryonnaire. Donc ce n'est qu'après la trahison de Poto du Dieu que les gens ont commencé à adhérer et même à s'impliquer pour composer l'équipe des maquisards. Donc ce qui fait que pendant ce temps, au maquis, il y avait l'alphabétisation, on faisait l'alphabétisation, les cours idéologiques et le maniement d'armes. D'accord. Donc on faisait tout. Et je vais dire en passant, nous avons reçu un coup, nous avons volé les armes au camp de 15 août. Et nous avions un camarade qui s'appelait Malonga. Ce monsieur était un enfant de l'école de cadet qui avait eu une bourse pour aller étudier en Chine, mais il a préféré mourir avec les Diawara. D'accord. Et donc il a pris il a volé le double des clés du magasin d'armes du 15 août. Hein. Alors il y a un monsieur à qui on avait fait confiance, il devait avoir la Land Rover pour qu'on amène ces armes, il vient prendre ces armes-là. Et bien l'enfoiré, le soir il n'est pas venu. Quand on a eu à sortir des armes, on attend le gars, le gars n'est pas. Donc on était contraint de charger une petite même une qu'est-ce que vous allez mettre? Peut-être une dizaine d'armes, et puis les autres, on les a laissés là. Donc au maquis, nous avions au moins une dizaine d'armes. Quand le maquis a attaqué à Maïtoko, Ikoko dit, prenez position, on va affronter. Parce que vous savez, vous qui êtes en forêt et ceux qui viennent, lesquels sont les plus exposés? C'est ceux qui viennent. Puis ce Diawara qui dira non. Nous n'avons pas assez de munitions, ce qu'on va faire, c'est une aventure, on va pas. C'est pour cela ils n'ont pas tiré sur les militaires, mais c'est les militaires qui ont tiré sur nous. Donc voilà. Ok. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que là c'est quand on est sur le vif là, du machin, quand on est au maquis, c'est vrai que on pense différemment quand même, hein. On n'est pas dans un palais pour penser comme un seigneur. Mais quand on est au maquis, c'est beaucoup plus, on a des réactions aussi de survie, hein, de survie. Et là, la réaction par exemple de Diawara, quand il empêche de tirer, de réagir en attaquant l'armée, parce que, estimant que vous n'aviez pas suffisamment de munitions, c'était une réaction professionnelle, vraiment de militaire. Donc, il apprécie ses moyens, ses faiblesses, ses forces, et après, il prend une décision. Donc, heureusement. Sinon, peut-être que les choses auraient pris fin ce jour-là, à cet instant-là. Parce que de l'autre côté, le rapport de force n'était pas à notre faveur. En votre faveur. Et donc il y a ça. Et puis, dans l'esprit de Diawara,
c'était qu'il fallait aussi éviter que le sang puisse couler. Ce n'était pas dans sa logique. Non, c'est vrai. Sinon, effectivement, à la place du maquis, il aurait peut-être choisi la guérilla urbaine. Voilà. Donc, alors, vous, quand vous avez su que Diawara a été arrêté, vous êtes encore en prison, vous? Ah oui, je suis en prison. Vous êtes en prison. Et vous l'avez appris comment? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est vos geôliers qui sont venus? Non, c'est les geôliers qui sont venus nous l'annoncer. Parce que notre procès, parce qu'il y a eu un procès qui est pour le maquis de Gomatete, où moi j'étais jugé. Dieu merci, parce que quand on nous disait la consigne était donnée, quand on t'arrête, tu racontes de n'importe quoi, sauf dire exactement ce que tu as fait. Parce que les enquêteurs vont vous appâter. Dites la vérité. Si vous dites tout ce que vous savez, on va vous libérer. Alors que c'est faux. C'est-à-dire, plus que vous parlez, plus vous vous enfoncez. Donc moi, je me suis contenté de dire que j'allais donner du poisson salé au maquis et tout ça, là que je l'ai peut-être maquis. Il y a un peu plus d'une dizaine de personnes. Comment j'allais ravitailler le maquis. Donc, on m'a infligé 5 ans d'emprisonnement ferme et interdiction de séjour à Brazzaville. Le jour où le procès se termine, c'est Ngouabi qui fait le discours. Dans quelques heures, je vais vous livrer Diawara mort ou vivant. Parce qu'il avait déjà, il est rentré, comment je peux dire, en discussion avec Mobutu. Parce que Mobutu lui a dit que je vais vous livrer des Diawara, mais pas pour les tuer, vous faites un procès. Malheureusement, le procès n'a pas eu lieu. Mais la chose la plus dramatique, dans tout cela, c'est Ngouabi qui est mis devant. C'est Sassou qui va tuer Diawara et c'est Ngouabi qui vient faire le discours macabre au stade de la Révolution. On promène déjà les corps dans tout Brazzaville, vous vous rendez compte? Et c'est un meeting qu'ils ont fait, et c'est Ngouabi qui tient le micro en disant voilà, si nous n'avons pas réussi à cause des gens, c'est une lâcheté, ces gens sont morts, ils ne peuvent pas se défendre. Et voilà. D'accord. C'est horrible. Horrible. Et donc du coup, Diawara est tué. Vous vous apprenez ça. Vous êtes détenu et vous apprenez que votre leader a été assassiné. Et donc tout ce qui s'ensuit, la tournée, la présentation du trophée, parce qu'on les a présentés comme c'était un trophée, jusqu'au stade et tout, tout cela se passe pendant que vous êtes en prison. Pendant que vous êtes en prison. Et donc avec Diawara, ils ont associé les autres corps. Il y avait une douzaine. Une douzaine quand même, qui ont été exécutés. Et vous êtes en prison, et quand c'est comme ça, même si on vous apprend que vous allez passer au jugement, vous appréhendez quand même la mort aussi. Vous vous dites, tout peut arriver. On peut vous citer au petit matin. Mais oui. Voilà. Et donc là, on n'est pas quand même serein. Ah ouais. Comment est-ce que vous vivez ces instants-là? Moi, en ce qui me concernait, moi en tant que Victor Matondo, j'ai été bien préparé. J'étais préparé parce que quand Diawara me dit ceci, tu as un pied au maquis, un pied dehors. C'est pour te dire qu'aujourd'hui on peut t'arrêter ou te tuer comme on a tué Franklin Bukaka. J'étais déjà quelqu'un d'averti. Donc ce qui fait qu'un soir, une après-midi de samedi, il y a un certain Tsetou qui s'amène à la maison d'arrêt, qui demande au gardien, celui qui était de garde ce jour-là, de lui livrer un Matondo, soit disant que son rapport n'est pas clair. Et n'eût été la clairvoyance, l'intelligence de ce monsieur, moi, il m'aurait amené, il aurait fait comme ce qu'on a fait à Franklin Bukaka. Un samedi après-midi, l'état-major est fermé. Tu viens en civil. Tu n'as même pas une note de l'état-major qui te permet de sortir ce prisonnier-là.
Ah là, c'est vrai. J'étais là. Bon, ce n'est qu'après, quand le gardien dira non, 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 vous n'avez pas tout cela. Si vous voulez écouter le prisonnier, allez dans le bureau du régisseur, mais je ne vous le livre pas. Quand on arrive dans le bureau, le monsieur était tellement sûr de lui qu'on allait lui donner le gibier comme ça. Hein? Hein? On arrive dans le bureau, il prend son stylo, il fait semblant de prendre le stylo de la feuille. Mais on m'a dit que vous avez amené du poisson salé au maquis. Et je vous dis, c'est là où... Là, je suis sûr qu'il ne va pas m'amener. Hein. C'est là où la situation se retourne contre lui. Je dis, mais monsieur, vous avez 2 rapports. Le rapport de la commission d'instruction, le rapport de la commission d'enquête. Il y a 3 jours, c'est le procès. Vous voulez que je vous dise quoi? Allez les lire, ces 2 rapports-là. Ah, il ne pouvait pas faire autrement. Donc, du coup, il est parti la queue entre les jambes. D'accord. Voilà. C'est pour vous dire que tout à l'heure, quand au début, j'ai dit tout ce que je peux prier, que je vois cette affaire se terminer, que je vois le Bumitri, qu'on chasse Sassou et sa clique, c'est-à-dire pendant que je suis vivant. Ah, voilà. D'accord. Ah, ouais. Ok. Donc, ok. Donc c'est vrai que ça voilà, j'imagine bien comment dirais-je, un prisonnier qui apprend que ses camarades sont exécutés et que lui il attend un procès, et quand on sait comment se passent les procès au Congo-Brazzaville, avec justement ces tortionnaires, ces assassins professionnels finalement, on ne peut qu'imaginer on ne peut pas imaginer une sortie glorieuse. Ah ouais. On peut que penser que bon voilà, même à l'issue du procès, il n'est pas impossible que l'on subisse le même sort. Ouais. Voilà. Bon, alors donc, écoutez, là on va quand même vers la fin de notre échange, de notre interview, et je voudrais ici savoir un peu, parce que par rapport à l'échec du maquis, c'est vrai qu'il y a eu des trahisons, mais ces trahisons-là, comment ça se fait que voilà, on a un peu parfois du mal à comprendre que des gens, on a du mal à comprendre l'échec de ce maquis, en sachant que ce maquis, quand même, les maquisards en question, c'était quand même toutes les régions. Enfin, et puis ça durait plus d'un an. Plus d'un an, c'est des gens qui venaient de tous les horizons. Donc c'était pas une affaire du Pôle, du Nord, mais c'était tous les fils du Congo qui faisaient partie de ce groupe-là. Mais comment même en étant aussi solidaire, comment ça se fait que les intrus sont rentrés dedans avec le vent de la trahison pour faire échouer l'idéal du M22. Et ça, c'est quand même une question que l'on se pose. Ce que l'on retient aujourd'hui, c'est le courage quand même de ces jeunes gens qui avaient vu très tôt que le pays était en train d'aller à la dérive. Et donc, ils ont dénoncé très tôt ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Alors, comment vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez la mémoire d'Ange Diawara et de ses compatriotes? Est-ce que vous pensez que l'État congolais leur doit une réhabilitation historique? Est-ce que vous pensez que l'État congolais leur doit une réhabilitation historique? Parce que finalement, on se rend compte que depuis 1973 à aujourd'hui, on se rend compte que finalement les idéaux auxquels ils tenaient n'ont pas perdu de leur sens. Ce qu'ils ont dénoncé en leur temps reste encore à dénoncer aujourd'hui. Par contre, la jeunesse d'aujourd'hui est-elle en phase avec son temps? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui
a le même courage que la jeunesse de Diawara, d'Ikoko, de Luka. Voilà les questions qu'on peut se poser. Vous, personnellement, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui cela? Quel est le message que vous souhaitez transmettre à la jeunesse congolaise à propos de cette page de notre histoire, qui n'est pas des moindres? Moi, avant de finir, revenons à l'histoire du maquis. Et après maintes réflexions, je dis, nous qui avons été arrêtés à Brazzaville, nous devons la vie sauve aux coopérants. Je me suis toujours posé la question de savoir s'il n'y avait pas les coopérants, les Français qui étaient dedans, nous, on nous aurait zigouillés. Parce que faut le reconnaître que le Parti socialiste a fait du bon boulot. Hein. C'est eux qui ont payé les avocats qui sont partis de France pour venir nous défendre à Brazzaville. Vous vous rendez compte? Il y avait Josué Lalimi qui était là, cette grande dame qui était pour la cause féminine qui était là, Maître Henri Leclerc qui était là aussi. Donc je me dis, si je n'étais pas là, peut-être que nous aurait zigouillés. Mais puisque quand la plaidoirie de Maître Gisèle Halimi dit ceci, ne tirez pas sur les camarades, ne tirez pas sur les camarades. Donc, et la question que vous venez de me poser, j'ai dit tout simplement, je suis incapable de vous donner une réponse pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de trahison. Parce que si ce n'avait qu'une seule trahison, vous pouvez dire, bon, celui-là, c'est une brebis égarée, donc, mais il y a eu une Tala qui était dedans, et une Tala qui est, je peux dire, un membre de la famille, parce que son épouse était de la famille de Diawara, celui qui va trahir. D'accord. Bon, le second qui va trahir, c'est quelqu'un qui... Hein, pour quel motif il a trahi? Je suis incapable de vous le dire. Quand vous me parlez de la jeunesse, je vous dis sincèrement, je suis très déçu de cette jeunesse. Et moi, je me dis peut-être qu'il n'est pas trop tard, et un jour, il va se lever cette jeunesse. Parce que ce qui se passe, moi, je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je vous dis, à 21 ans, je m'étais engagé. À 21 ans, j'ai donné ma vie. Je peux dire que j'ai failli mourir. Hein? Vous vous rendez compte? Le maquis est encerclé et moi je vais rentrer au maquis. C'est pas donné à tout le monde. J'aurais pu déjà me défroquer pour ma vie, mais je ne l'ai pas fait. Mais ce que je ne puisse pas comprendre, cette jeunesse, vu ce qui se passe, hein? Comment je te dire, tous les ingrédients sont là pour faire quelque chose. Ils ne le font pas. Ils sont là. Et c'est cette jeunesse aujourd'hui, il va critiquer Sassou, ou le lendemain, il se met du côté adverse. Ce que je ne comprends pas. Surtout encore sur la toile, on voit plein de cette danse de tango. Hein, le tango qu'il danse, hier était avec ces gens de pouvoir. Et quelques jours après, non, c'est lui qui devient le grand défenseur des sans-voix. Voilà. Donc votre dernier mot à la jeunesse congolaise. Le dernier à la jeunesse congolaise oui, la jeunesse congolaise et au peuple congolais tout entier. Au peuple congolais, tout ce que je peux dire, ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir. Prenez l'exemple de certains pays africains qui ont tant souffert, mais aujourd'hui qui sont débarrassés de ces vermines-là. Nous devons nous débarrasser de ces gens comme les Sassou, ce grand tribaliste, celui qui a tout détruit au Congo. De grâce. Pensez au moins à ceux qui ont donné leur vie. Les Diawara, Ikoko, Oluka et autres sont morts très jeunes. Diawara a pu fêter ses 30 ans au maquis, hein? Donc il est mort à 31 ans. Et ça,
Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que, si l'État ne pouvait pas, en sorte, rendre hommage ou bien reconnaître, réhabiliter les Diawara. Mais oui, mais c'est le Bumiti qui ne veut pas. Sassou n'a jamais voulu qu'on exhume les Diawara. Merci beaucoup, Monsieur Victor Matondo, de cet entretien qui restera dans nos mémoires, car il était important d'écouter religieusement un rescapé du maquis de Goma Tete, celui-là même qui avait rejoint les fugitifs du M22, à savoir son mentor, donc votre mentor, M. Victor Matondo, Ange Diawara. En vous écoutant, votre récit, vous qui êtes rescapé du maquis de Goma Tete, vous qui avez marché, accompagné Ange Diawara et ses compagnons, votre récit, c'est toute une époque qui ressurgit. Une époque d'idéaux brisés et de silence imposé. Votre témoignage fait écho à la prophétie de mon père, celle d'un pays qui, faute d'affronter ces démons, répète sans cesse les mêmes tragédies. Les visages d'Ange Diawara, de Jean-Pierre Oluka, de Jean-Baptiste Ikoko. Voilà, Jean-Baptiste Ikoko. Et Eli Itou, Franklin Bokaka. Et Bakekolo. Et Bakekolo et tant d'autres. Et sans oublier leurs compagnons, une douzaine. Hein. Exactement, et tant d'autres. Voilà, donc je disais les visages d'Ange Diawara, Jean-Pierre Oluka, Eli Théophile Etou, Ikoko, Franklin Bokaka et tant d'autres, ne doivent pas rester de simples ombres dans la mémoire nationale. Il nous rappelle que la République ne se fonde pas sur la peur, mais sur la justice, non sur l'oubli, mais sur la vérité. La parole, votre parole, parole d'un survivant, comme celle du Père, traverse le temps pour avertir la jeunesse. Ne laissez plus personne confisquer votre avenir au nom de la sécurité ou de l'ordre. Car le véritable ordre, c'est celui qui respecte la vie et la dignité de chacun. Aujourd'hui, alors que le Congo s'avance à nouveau vers une épreuve politique décisive, le devoir de mémoire devient un devoir de vigilance. Les prophètes du passé ont parlé. Les martyrs ont payé. Il appartient désormais à la jeunesse de répondre, non par la peur, mais par le courage de la vérité. Je vous remercie, mon très cher grand frère Victor Matondo. La chaîne Lumière de Congo vous dit chapeau, et nous aurons d'autres occasions, car c'est une histoire qui doit se raconter jusqu'à la dernière lettre, peut-être jusqu'à la libération du Congo. Merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous avec la chaîne Lumière du Congo.